Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle info en live et ravi que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit en direct ou par podcast. Cette nouvelle émission sera consacrée au sujet de l'AREN, sujet que nous avons déjà abordé au mois de janvier, mais il nous a semblé intéressant d'y revenir 3 mois plus tard pour vous apporter les dernières informations. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Jackie Chorin, que vous commencez à connaître. Jackie est ancien administrateur salarié au conseil d'administration d'EDF et également membre du Conseil supérieur de l'énergie. Jackie a de moultes qualités, dont celle de rendre simple ce qui est compliqué. C'est donc l'homme de la situation. Et de plus, il est au centre des combats que la Fédération Info Énergie et Mines mène avec les autres fédérations syndicales contre cette décision sur l'AREN. Jackie, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Bonjour Serge, heureux d'être parmi vous pour ce sujet très structurant pour EDF. Jackie, pour débuter, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est l'AREN ? Oui, alors d'abord, je crois qu'il faut, Serge, expliquer un peu la genèse de cette affaire, pourquoi on a eu cette AREN en 2010. D'abord, il faut se rappeler que l'ouverture des marchés, elle date de 2000 et que progressivement, jusqu'en 2007, l'ensemble des Français ont été couverts par cette ouverture des marchés. Simplement, le gouvernement de l'époque, à la fois, il a voté à Bruxelles le fait d'ouvrir les marchés, et en même temps, il a considéré qu'il fallait protéger les Français avec des tarifs réglementés de vente, ce que nous avons soutenu. Mais Bruxelles a toujours considéré que ces TRV étaient contraires à la libre concurrence. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que vers 2005-2006, les gros industriels, qui avaient été ceux qui avaient milité pour l'ouverture des marchés, ont vu que les prix augmentaient. C'est un peu la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à l'État d'intervenir pour fixer des tarifs réglementés propres aux gros industriels, c'est ce qu'on a appelé le TARTAM, tarif transitoire de retour. Et ce TARTAM, c'était évidemment totalement contraire à la libre concurrence. Et donc la France a été attaquée par Bruxelles. Et pour que la France se sorte de cette impasse, elle a été obligée de voter une loi dite NOM, Nouvelle Organisation du marché de l'électricité. Cette loi a prévu plusieurs éléments. Un premier élément, c'était la fin des tarifs jaunes et verts pour les industriels fin 2015. Un deuxième élément, c'était le principe sur lequel je reviendrai de contestabilité des tarifs. C'est un principe qui signifie que le TRV de Madame Michu, il doit être calculé non pas sur le coût d'EDF, mais sur les coûts des concurrents. Et c'est un élément absolument central. Et puis le troisième élément, c'est le partage du nucléaire avec l'AREN. Alors, je rappelle tout de même que l'AREN, elle est provisoire, elle prend fin en 2025, qu'elle a été fixée à un prix de 40 puis de 42 euros le mégawattheure, qui devait évoluer et qui n'a pas évolué, et puis qu'elle était surtout prévue pour laisser le temps aux concurrents d'avoir leurs propres moyens de production. Or, Serge, chacun peut le voir, ils n'ont pas de moyens de production, ils se sont biberonnés sur l'électricité d'EDF, et 12 ans après, on est strictement au même point. Donc, non seulement l'AREN a spolié EDF de dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais en plus, elle n'a pas atteint l'objectif qu'on lui avait assigné, c'est-à-dire de permettre aux concurrents d'EDF d'avoir des moyens de production pour concurrencer EDF. Merci Jackie pour ce rappel. En début d'année, le gouvernement a donc annoncé sa volonté de vouloir relever le plafond de l'AREN pour limiter l'augmentation du tarif de l'électricité à 4%, alors que la CRE indiquait que cette augmentation aurait dû être de 35%. La perte annoncée pour EDF s'est levée à 8 milliards d'euros, de la source du gouvernement lui-même. Entre-temps, malheureusement, la Russie a envahi l'Ukraine et ce conflit va avoir des répercussions sur l'ensemble de ces éléments. Peux-tu exactement nous expliquer de quelle manière ? Le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est ce que j'ai dit à l'instant, c'est que la Commission de régulation de l'énergie, c'est elle qui propose de fixer les tarifs de l'électricité au gouvernement. Elle a proposé un chiffre de 35% d'augmentation de l'électricité. Et ça, c'était avant l'Ukraine. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Et donc, ce chiffre, il nous apparaît totalement aberrant. Nous l'avons d'ailleurs contesté devant le Conseil d'État, l'ensemble des fédérations syndicales, mais aussi 7 associations de consommateurs, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce chiffre, il est fondé sur la contestabilité des tarifs, c'est-à-dire sur le fait qu'on doit fixer le tarif des Français sur la base du coût des concurrents et non pas sur la base du coût d'EDF. Et plus encore, la CRE a pris comme élément de référence l'ensemble du mois de décembre, y compris la 3e semaine de décembre, où on a annoncé des problèmes sur les centrales nucléaires, qui ont
fait exploser le prix des marchés de gros. Donc en fait, ce que la CRE fait, c'est-à-dire elle dit les concurrents d'EDF, ils vont avoir plus de coûts pour aller sur le marché de gros pour se sourcer, et donc il faut que Madame Michu, elle paye le surcoût que les concurrents vont subir. Nous, on considère que c'est totalement artificiel, cette hausse, elle est contraire au service public, mais surtout, elle est très injuste pour les Français. Alors, ça, c'est le premier point. Premier point, on a fixé une hausse des tarifs qui est une hausse politique de notre point de vue. Deuxième élément, le gouvernement, fort de ses 35% TTC, il a dit qu'est-ce que je dois faire pour limiter à 4%, puisque le Premier ministre avait indiqué au mois de septembre 2021 qu'il limiterait la hausse des prix de l'électricité à 4%. Il a commencé par activer un certain nombre de leviers fiscaux, notamment la baisse de ce qu'on appelle la TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, qui en fait finançait les renouvelables. Bon. Et cette baisse, elle est significative, parce qu'elle a passé de 20% à 1%. Mais cette baisse, elle neutralise qu'une partie de la hausse, elle neutralise 16%. Comme il y a 4% payés par les Français, ça fait 20. Et comme il y a encore 15% à payer, qu'est-ce qu'il a fait, le gouvernement? Il s'est tourné vers Monsieur EDF en disant, Monsieur EDF, vous êtes gentil, mais vous devez payer aussi, non seulement en donnant de l'arène à vos concurrents, mais en plus en augmentant ce plafond, et en augmentant ce plafond dans un contexte totalement inédit, parce que nous avons vendu, EDF a vendu toute l'électricité dont nous disposions au 31 décembre. Donc nous n'avons plus cette électricité, et donc ce faisant, ça a entraîné l'obligation pour EDF, en tout cas dans le projet de départ, de racheter l'électricité sur le marché de gros à un prix qui à l'époque pouvait être entre 200 et 300 euros le mégawattheure, pour le revendre à 46,2 parce que le gouvernement a augmenté très légèrement le coût de ces 20 TWh. Il ne l'a pas augmenté pour les 100 premiers TWh, il les a augmenté seulement pour les 20 TWh. Et donc, cette hausse du plafond, elle est, de notre point de vue, scandaleuse. Elle a des conséquences. Alors, à l'origine, c'était 8 milliards. Aujourd'hui, c'est 10 milliards. 10 milliards et demi sur EDF, des bidas, donc de pertes d'éléments qui nous permettent de financer la transition énergétique. Et donc, cette mesure, elle est d'autant plus injuste qu'elle intervient à un moment où la production nucléaire est faible du fait des problèmes de corrosion sous contrainte qui obligent EDF à mettre à l'arrêt un certain nombre de réacteurs nucléaires pour faire des vérifications. Et donc nous disons, plutôt que d'augmenter le plafond, il faudrait le baisser. Parce que la loi, elle a prévu qu'en cas de difficulté sur le parc nucléaire, on pouvait baisser le plafond. Et là, on fait totalement le contraire. Alors, c'est une absurdité. Alors, le gouvernement s'est bien rendu compte de cette absurdité puisqu'il a modifié, entre le premier projet et le deuxième projet, il a modifié légèrement son texte. Au lieu d'obliger EDF à aller acheter sur le marché de gros de l'électricité à un prix inconnu, sachant qu'il peut monter jusqu'à 400 euros, il a décidé de fixer un prix qui est égal à 257 euros, c'est-à-dire le prix moyen de décembre, c'est-à-dire le même qui a servi de base à la CRE pour fixer 35% de hausse TTC, et il a décidé de prendre 257 euros, et donc EDF devra verser de l'argent cette fois-ci, de l'argent. On devra verser l'écart entre 257 euros et 46,2, et donc la différence, ça fait 4 milliards d'euros que les gros concurrents d'EDF, alors on pense évidemment à Total, on pense à Engie bien entendu, qui vont peut-être eux capter la moitié voire un peu plus de cet argent. Et j'insiste beaucoup, c'est de l'argent qui va être donné, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui va être donné aux concurrents d'EDF. C'est quand même quelque chose d'assez absurde. Et le plus grave dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur l'utilisation de cet argent. C'est-à-dire que le gouvernement a dit « mais la CRE va contrôler de façon très stricte », sauf que la CRE n'a pas les moyens juridiques de sanctionner ces entreprises. Elle peut faire simplement ce qu'on appelle du name and shame, c'est-à-dire nommer et littéralement couvrir de honte les entreprises qui ne le respecteraient pas. Honnêtement, ça nous fait de belles jambes, quoi. Donc on va donner 4 milliards à des entreprises qui sont concurrents d'EDF et qui n'ont pas d'obligation autre que morale de répercuter
aux bénéficiaires, qu'ils soient d'ailleurs des consommateurs domestiques ou bien des industriels. EDF va donc verser 4,2 milliards d'euros à ses concurrents. La facture risque d'être beaucoup plus salée, tu nous l'as dit. Alors, Jackie, que pouvons-nous faire et qu'est-ce que les fédérations syndicales ont déjà mis en œuvre pour combattre cette décision? Alors effectivement, on n'est pas resté les bras ballants. Alors d'abord, nous avons mis en place un groupe d'experts juridiques des différentes fédérations, mandatés par les fédérations, dont je suis membre pour EFO, qui se réunit très très régulièrement pour adopter la contre-attaque juridique. Je rappelle quand même que la première contre-attaque a été une contre-attaque syndicale et la contre-attaque du personnel avec une mobilisation qui a pesé. C'était un élément essentiel. Mais la contre-attaque juridique, elle est aussi importante pour compléter, pour essayer de parachever finalement cette bagarre que nous menons. Alors la première contre-attaque a été d'attaquer, et ça c'est fait, on a déposé un recours devant le Conseil d'État contre la délibération de la CRE de 35%. On a considéré qu'elle aurait pu fixer moins, même au regard des textes qu'on conteste, elle aurait pu fixer moins. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a 7 associations de consommateurs, dont la CLCV, qui est une grosse association, qui est venue à nos côtés pour contester ce mode de calcul. Je le redis, s'il n'y avait pas eu ce mode de calcul, et si la commission de régulation de l'énergie avait pris comme base les 2 premières semaines de décembre, au lieu des 3 semaines où il y a eu l'arrêt des centrales et un coup, voilà, il n'y aurait pas de problème de plafond. Je le redis, il n'y aurait pas de problème de plafond. Donc le premier sujet, c'est bien celui-là, la délibération de la CRE. Et puis le deuxième sujet, c'est évidemment l'augmentation du plafond de l'Arenh. Alors, il y a eu beaucoup de vicissitudes, je l'ai dit, le texte lui-même a été modifié entre le texte d'origine et le texte actuel, il est sorti le 11 mars, hein, donc les choses sont très récentes. Donc ce que nous avons fait, c'est d'abord porter plainte auprès de la Commission européenne. Alors ce n'est pas quelque chose d'habituel pour une organisation syndicale, parce que on a, j'allais dire, une vision de la manière dont la Commission européenne fonctionne qui n'est pas forcément la meilleure qui soit. Sauf que là, il y a un moment, il faut arrêter, il faut, faut pas tricher comme on le fait en permanence. Et là, la France a manifestement triché. Pourquoi? Parce que la décision qui a mis en œuvre l'Arenh, elle date de 2012 et elle a prévu 100 TWh. Elle n'a pas prévu plus. Donc nous avons contesté 2 choses. D'abord, la loi française qui date de 2019, c'est-à-dire la loi énergie-climat, dont l'article 62 a dit qu'on pouvait le porter à 150 TWh, premier élément. Et deuxième élément, on a contesté le décret du 11 mars qui l'a porté à 120. Donc ces 2 éléments, ces plaintes ont été déposées à Bruxelles par les fédérations syndicales, les 4, et aussi d'ailleurs par les conseils de surveillance des fonds communs de placement des actionnaires salariés. Ça, c'est pour l'aspect communautaire. Et puis, nous avons l'aspect franco-français. Ce sont des décrets, il y a exactement 3 textes, il y a un décret, 2 arrêtés. Et donc, nous avons déposé, ça vient d'être fait, nous avons déposé un recours pour excès de pouvoir, donc pour demander l'annulation de ces textes, et puis un autre recours pour demander la suspension de ces textes. Pourquoi? Parce que quand on va devant le Conseil d'État pour attaquer, pour demander l'annulation d'un texte gouvernemental, ça prend 1 an, 1 an et demi. Et dans 1 an, 1 an et demi, voilà, je veux dire, la bataille est pliée. C'est pour ça que nous avons en parallèle déposé une demande de référé dont nous pensons qu'elle pourrait être plaidée courant avril, et donc peut-être, on l'espère en tout cas, une décision mi-mai. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on escompte. Et cette demande de référé, elle a pour but de suspendre la décision, c'est-à-dire de la bloquer. Sachant que la décision, effectivement, elle démarre au 1er avril, mais elle va du 1er avril au 31 décembre. Donc on n'est vraiment qu'au début de la mise en œuvre de ces décisions. Et puis on a demandé un certain nombre de mesures accessoires, comme par exemple la mise sous séquestre des sommes qui auraient été reçues jusqu'à ce que la décision prenne effectivement effet. Alors pourquoi tout ça est important? C'est important pour aujourd'hui, parce que 4 milliards
donné aux alternatifs et un coût pour EDF de 10, évidemment, c'est important. Mais c'est aussi important parce que l'ANODE, qui est l'association qui regroupe les fournisseurs alternatifs, a déjà demandé, de passer à 150 TWh pour la fin de l'année. Donc le fait de faire ce recours, le fait d'avoir déposé plainte auprès de la Commission européenne sur ce sujet est un élément de pression juridique et nous sommes évidemment, comment dirais-je, très motivés pour que ces recours aboutissent. En tout cas, on a mis vraiment tous les moyens qu'on pouvait mettre et on verra bien évidemment ce que le Conseil d'État décidera. Jackie, ce contexte est difficile pour tous. Ne risque-t-on pas d'être accusé de vouloir défendre des intérêts corporatistes? Alors, Serge, c'est une excellente question parce que effectivement, il est clair qu'on risque de faire passer, et d'ailleurs on l'a déjà tenté, de faire passer les actions des salariés d'EDF, des actionnaires salariés, des administrateurs salariés qui se joignent à nous aussi pour le décret. On risque de faire passer ces recours comme étant des recours un peu visant à défendre absolument l'entreprise, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation du monde qui nous entoure. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Parce que nous sommes d'accord pour le blocage à 4% des tarifs d'électricité. Nous sommes d'accord. Et nous avons une proposition. Nous avons dit au gouvernement, ben, OK pour les 4%, mais plutôt que de demander à EDF de faire les poches d'EDF, d'ailleurs, il n'a pas fait les poches de Total pour faire des gestes sur l'essence, nous avons dit au gouvernement, baissez la TVA à 5,5. L'électricité est un produit de première nécessité, baissez-la provisoirement, le temps d'effacer cette hausse, mais vous pouvez le faire, c'est parce qu'il n'a pas voulu le faire que voilà. Donc ça, c'est pour les consommateurs domestiques et les tout petits clients professionnels. Et puis pour les autres, bah, nous ne sommes pas insensibles au sort des industriels, parce que les industriels, c'est de l'emploi, et l'emploi, ça nous concerne tous. Et donc ce que nous disons pour les industriels, c'est qu'il faudrait des mesures ciblées pour ceux qui en ont besoin. Ce que nous refusons, c'est que les banques qui s'en sont mis plein les poches, les assurances qui s'en sont mis plein les poches, Amazon et ainsi de suite, gagnent de l'argent sur le dos du service public. Ça, nous n'acceptons pas. Mais des mesures ciblées, nous prenons des mesures ciblées pour que les entreprises qui en ont vraiment besoin, qui ont des coûts d'électricité qui augmentent, eh bien, ces entreprises, elles soient aidées pour passer ce mauvais cap. Donc ça, nous prenons. Et d'ailleurs, je note que le gouvernement, dans ce qu'il appelle son plan résilience, qui est paru il y a moins de 15 jours, commence à dire bah, je vais aider les entreprises qui sont dans le besoin, que ce soit d'ailleurs pour l'électricité ou le gaz. Parce qu'il y a quand même aussi une sorte d'aberration. On a demandé à EDF d'aider pour l'électricité, mais Engie, il ne fait rien pour le gaz, et Total, il ne fait rien pour l'essence. Donc il y a quelque chose, voilà. Et quand l'État dit, mais c'est le service public, mais non, le service public pour EDF, ça ne consiste pas à aider Amazon. Le service public pour EDF, ça consiste à avoir des tarifs pour les Français. C'est pas la même chose. Donc je crois qu'il y a cet élément. Et donc pour nous, c'est un élément important. Et puis je dis aussi, ce que nous disons collectivement, c'est que, mais il y a aussi un truc qui est essentiel, c'est quand on défend EDF dans cette affaire, on défend aussi un outil majeur de la transition énergétique. EDF, c'est 15 milliards et peut-être cette année entre 16 et 17 milliards d'investissements. Si vous nous prenez 10 milliards d'EBITDA, dans un contexte où déjà la disponibilité du parc nucléaire est plutôt faible du fait des problèmes de corrosion sous contrainte. Bah, attendez, voilà, je ne sais pas ce qu'on attend de nous. La vérité, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on attend de nous. Et je crois que les Français, ils ne sont pas complètement... D'ailleurs, si on leur dit, est-ce que c'est bien qu'EDF nous aide? Oui, et puis si on leur dit, est-ce qu'EDF doit faire partie de la transition énergétique et doit avoir les moyens de son développement, ils répondent oui aussi. Donc c'est une question de présentation. Mais là, nous avons des propositions pour que, finalement, le service public d'électricité soit maintenu, soit défendu, mais aussi que les Français, qui soient consommateurs domestiques ou industriels, soient aidés. Jackie, le combat contre le relèvement du plafond de l'Arenh risque de ne pas être le seul que nous devions mener. Le projet Hercule semble refaire surface. Est-ce que les deux sujets sont liés? Oui, en fait,
effectivement, le gouvernement n'a pas abandonné son projet Hercule. En tout cas, il l'a abandonné sous la pression des personnels à un moment donné, mais il est clair qu'il reste dans les esprits. Donc, on aura à mener une bataille là-dessus. D'abord, on aura à mener une bataille contre la généralisation de l'Arenh, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à dire, bon, bah, finalement, ça serait bien que tout le monde bénéficie dans les mêmes conditions, et pourquoi, finalement, on n'arriverait pas à 100% d'Arenh. C'est un peu le projet Hercule qui nous a été servi. Ça revient à mettre la production nucléaire d'EDF de côté, à sortir le commerce et à faire finalement Hercule. Bon, ça risque de revenir, parce que il faut que tout le monde ait bien à l'esprit. Le 31 décembre 2025, il n'y a plus d'Arenh. Il n'y a plus d'Arenh. Et c'est ça qui préoccupe beaucoup le gouvernement, en disant, mais comment il va réussir à faire bénéficier les Français du mix nucléaire? Ben, nous, on a une réponse: abandonner la concurrence. C'est la concurrence qui pousse à l'augmentation des prix. Et alors qu'elle est censée, elle était en tout cas vendue comme aboutissant à une baisse de prix. C'est bien ça qui pose problème. Donc ça, on a un sujet sur la nouvelle régulation du nucléaire, sur qu'est-ce que c'est qu'EDF demain, sur comment les structurer, est-ce qu'on la démantèle? Nous sommes pour une EDF intégrée, et nous sommes contre tout démantèlement d'EDF. Et puis, on a un autre sujet qui va arriver, qui est le financement du nouveau nucléaire. Parce que le nouveau nucléaire, EDF ne peut plus payer. D'ailleurs, on a payé Hinkley Point, on s'y était opposé parce qu'on savait que ça assécherait les ressources de l'entreprise. On a malheureusement eu raison. Maintenant, tout le monde dit qu'une entreprise ne peut plus payer du nucléaire. Il faut que les États interviennent sous une forme ou sous une autre. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que, comme c'est des investissements à très long terme pour des centrales qui sont prévues pour fonctionner 60 ans, entre le moment où on la construit et on la démantèle, c'est 100 ans. Bon, bah, qui peut mettre de l'argent pour cette durée-là? Il n'y a que les États. Et le problème qu'on voit venir, c'est que la Commission européenne pourrait dire, ben, moi j'accepte que les États interviennent, mais moyennant le fait que ces centrales soient mises en dehors du parc nucléaire existant, voire avec des relations avec EDF qui ne sont pas encore très claires. Donc on a deux enjeux vraiment. C'est la réapparition d'Hercule sous une forme ou sous une autre, et puis comment on va financer le nouveau nucléaire avec des conséquences en termes d'organisation sur la vie de l'entreprise. C'est pas encore clair. C'est pas clair. Le président de la République actuel a annoncé qu'on développerait du nouveau nucléaire, mais il n'a pas dit comment ça serait financé et il n'a pas dit quelles seraient les conséquences éventuelles de ce financement. Donc voilà, on a des sujets majeurs. Mais je crois qu'il faut qu'on ait, nous, à l'esprit, des lignes de conduite qui soient très claires. Pour nous, c'est EDF intégré et le service public de l'électricité. Et je crois que la période, la crise ukrainienne, malheureusement la guerre, et tout ça montre encore plus la nécessité de solidarité, la nécessité de service public, et non pas le fait de se faire concurrence. On veut un exemple, le fait que dans le gaz, ils aient décidé de faire des achats groupés, alors qu'en 2000, ils avaient expressément choisi le contraire. Bon, voilà, c'est bien la preuve que le système, il est à bout de souffle. Merci Jackie. Dernière question pour terminer. Nous sommes interrogés sur des perspectives de nationalisation. Est-ce que Bruxelles pourrait s'y opposer? Oui, Serge, Bruxelles ne peut pas s'opposer à une nationalisation d'EDF, tout simplement parce que les textes européens ne permettent pas à Bruxelles de définir ce qui, dans un pays, doit être public ou doit être privé. En revanche, Bruxelles peut imposer, et ne s'en prive pas, la concurrence. Et c'est là qu'est le problème, parce qu'une nationalisation sans fermeture des marchés et donc sans la fin de la concurrence, ça serait une véritable catastrophe. Ça serait quelque chose qui serait presque pire que la situation d'aujourd'hui, parce que la nationalisation permettra à l'État de faire ce qu'il veut, et donc, par exemple, de faire Hercule, de découper EDF en morceaux, c'est précisément ce qu'il recherche. Non, ce que nous disons, c'est une nationalisation avec qu'un contrat de service public qui définisse clairement les droits et obligations d'EDF, et puis la fin de l'ouverture des marchés, parce que on a tous considéré que c'était un échec. D'ailleurs, c'est une raison principale pour laquelle on refuse le bilan de la déréglementation que nous réclamons depuis des années et des années. Donc ça, c'est un élément tout à fait important. Et puis, au sein d'une entreprise publique, il y a différentes formes. Il peut y avoir une société nationale, 100% publique, il peut y avoir un établissement public à caractère industriel et commercial, comme c'était le cas d'EDF et de Gaz de France entre 1946 et 2005.
Et là, je dois dire que nous sommes face à une difficulté par rapport à Bruxelles, parce que Bruxelles conteste l'existence d'EPIC, parce que les EPIC bénéficient d'une garantie limitée de l'État, en termes simples, ne peuvent pas faire faillite. Mais nous considérons que notre revendication, elle est légitime, que nous considérons que la notion d'établissement public à caractère industriel et commercial permet de défendre le service public et que ce combat mérite d'être mené auprès de Bruxelles par le gouvernement français. En tout cas, c'est une revendication, mais je le redis, nationalisation, EPIC et fermeture de la concurrence et fermeture des marchés, c'est les trois éléments qui doivent aller ensemble. Jackie, nous arrivons au terme de notre émission. Je tiens une nouvelle fois à te remercier d'avoir bien voulu te prêter à cet exercice. Merci Serge, j'ai été très heureux de pouvoir avoir à nouveau cet échange avec la fédération et puis avec tous ceux qui ont bien voulu nous écouter. Et merci à toutes et à tous d'avoir assisté à notre émission. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations sur ce sujet essentiel pour l'avenir du groupe EDF. Vous l'avez compris, il faudra faire preuve de détermination pour parer à ces nouvelles attaques. Vous pouvez compter sur FO Énergie et Mines pour agir dans ce sens. Je vous propose, comme d'habitude, de retrouver le podcast de cette émission et des précédentes sur notre site internet. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Info en live.